Bienvenue à tous pour ce webinaire spécial dédié aux professionnels du bien-être, aux praticiens de santé naturelle. Un webinaire juridique consacré aux données personnelles, aux données de santé et aussi au registre de traitement. On va vous expliquer pendant 1 heure qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on va vraiment parler de ces deux sujets qui sont très importants. Et donc, si vous êtes naturopathe, réflexologue, énergéticien, praticien de médecine traditionnelle chinoise, enfin bref, toutes ces activités un peu de santé naturelle, de bien-être, eh bien, vous êtes concernés par le webinaire d'aujourd'hui. Alors, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente en quelques mots. Je suis Élise Guillaudis, je suis avocat, j'exerce depuis 20 ans maintenant. Je travaille du côté de Grenoble, dans les montagnes, enfin autour des montagnes. Et moi, j'ai fondé un cabinet qui s'appelle Numétique Avocat. Mon cœur de métier, c'est le droit du numérique, le droit du web. Et depuis quelques années, j'accompagne aussi les professionnels du bien-être à mieux se sécuriser sur le web et puis plus globalement dans leur pratique. Donc, j'ai acquis ces dernières années une maîtrise des questions juridiques propres à la santé naturelle. Et je suis une avocate moderne parce que j'ai créé un générateur en ligne, un générateur qui s'appelle Numédoc, qui permet aux petites entreprises d'avoir des documents d'avocat en ligne. Oui, je vais peut-être activer ma caméra pour ceux qui ne me voient pas, parce que c'est vrai que c'est quand même plus sympa de me voir. Voilà, ça y est. Bienvenue à tous. Donc, j'étais en train de me présenter. J'étais en train de me présenter à vous et de vous dire que j'étais avocate et que j'ai créé un générateur qui s'appelle Numédoc. Donc, mon cœur de métier, c'est d'aider les praticiens, les professionnels au sens large, à gagner la sérénité juridique, notamment sur Internet. Ce que j'aime, c'est anticiper et les aider à sécuriser leurs activités pour que, voilà, ils arrivent à fonctionner de manière un peu plus sereine, notamment sur le web. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de co-animer ce webinaire avec une partenaire que j'aime particulièrement, qui est Élodie Huss. Du coup, je vais te donner la parole, Élodie, pour que tu puisses te présenter. Alors, je pense qu'un bon nombre de personnes te connaissent déjà, mais peut-être que voilà, tu peux nous dire un petit peu plus qui tu es et ce que tu proposes aux praticiens de santé naturelle. Avec plaisir, merci. Alors, moi non plus, je peux pas activer ma caméra. Si jamais, Ah, tu peux faire quelque chose au niveau technique. ouais, alors attends. Sinon Je te laisse, commencer à parler et je vais voir ce que je oui, peux faire au niveau de la caméra. pas de souci. De toute façon, comme dit, je pense qu'il y a une bonne partie qui me connaissent déjà et puis, ma tête est un petit peu partout, sur les réseaux et sur le site de la boîte Naturo. Donc, ben, merci beaucoup Elise pour cette invitation au webinaire d'aujourd'hui. Ça me fait aussi toujours plaisir, de pouvoir, participer, à tes webinaires, sur, la protection des Ah oui. données, sur tous ces sujets qui sont parfois un peu compliqués pour les praticiens, mais aussi que je trouve très importants. Donc, Ouais. ben, moi, je suis à la base praticienne en hygiène de vie et naturopathie et j'ai créé, le logiciel Jupiter pour les professionnels du bien-être. Donc, voilà, c'est un logiciel de gestion tout en un qui permet vraiment de gérer une activité, de manière pérenne. Donc c'est vrai que c'est pas un sujet simple parce que vous le savez, hein, je vous apprends rien, le secteur de la santé naturelle est pas du tout dans les bons papiers du gouvernement en ce moment. Vous êtes sur la sellette clairement, hein, vous êtes dans une zone grise, si j'ose dire, parce que vous n'êtes pas officiellement interdit, vous n'êtes pas officiellement reconnu, vous êtes voilà, au milieu, c'est ni noir ni blanc, au milieu, vous êtes toléré. Et donc, ça devient de plus en plus compliqué pour tous ces professionnels du bien-être, que ce soit les naturopathes, les réflexologues, les sophrologues, d'exercer sereinement vos activités. Et c'est vrai qu'avec Elodie, on partage une valeur, enfin en tout cas une vision forte et commune à ce sujet. Nous, on pense qu'il n'y a pas d'autre choix que de montrer patte blanche, si j'ose dire, par rapport à ce contexte, cette situation. Et donc, comment on montre patte blanche? C'est être conforme en fait à la réglementation, c'est être des professionnels exemplaires, vous former et être respectueux des lois.
hein. Et donc là, on va parler, et c'est la slide d'après, on va parler plus particulièrement de textes que vous avez déjà enfin, que vous connaissez déjà très certainement, en tout cas de nom. C'est le fameux RGPD, le Règlement général sur la protection des données personnelles. Donc c'est un règlement européen qui est rentré en application il y a déjà un petit peu de temps. Ça fait plus de 3 ans que ce règlement est rentré en application. Donc si vous ne vous y êtes pas plus intéressé que ça, j'ai envie de vous dire, il est grand temps, vraiment, de vous y intéresser parce que vous êtes concerné par cette réglementation. D'accord? En tant que professionnel, vous devez respecter cette réglementation. Alors, sur les données personnelles, si on veut être un petit peu plus complet, il y a ce fameux texte, ce RGPD, mais il y a aussi la loi française, la loi informatique et liberté, et également le code de la santé publique, dont on va parler aussi un petit peu aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va parler des données de santé. Et donc, quand on parle de données de santé, eh bien, il y a à la fois les textes RGPD et loi informatique et liberté qui vont s'appliquer, que vous devrez respecter, mais il y aura aussi des dispositions spécifiques du Code de la santé publique qu'il faudra aussi respecter. Alors, déjà, parce que je parle de données personnelles depuis tout à l'heure, mais peut-être que dans votre esprit, ce n'est pas très clair, en fait. Peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que c'est qu'une donnée personnelle. Alors, on va en donner une définition. Alors en fait, une donnée personnelle, c'est toute information qui se rapporte à un individu, une personne physique. Donc moi, Élodie, vous, vos voisins, vos enfants, enfin toute personne, tout individu est une personne concernée et doit être protégée du coup par cette réglementation. Et donc toute information à propos d'une personne est une donnée personnelle. Plus précisément, toute information qui me permet de remonter à cette personne de manière directe ou indirecte est une donnée personnelle. Donc, c'est le nom, le prénom de la personne, son adresse postale, son mail, sa photo, mais plus largement, c'est toute information, ses goûts, ses problèmes de santé, on va le voir, sa situation familiale, patrimoniale, toute information qui se rapporte aux personnes sont des données personnelles. Dès lors qu'en fait, on arrive à faire le lien entre ces informations et la personne concernée. Et donc, dès lors qu'on agit sur des données personnelles, on doit respecter la réglementation sous peine de sanctions. Et je vous ai quand même fait une slide sur les sanctions. Alors, ce sont des sanctions maximum qui sont prévues par les textes. Et je vous en parle et j'insiste parce que au départ, comme je vous dis, le RGPD, il a une durée il a 3 ans et demi à peu près. Et au départ, les autorités, enfin la CNIL, qui est l'autorité de contrôle, avait une certaine tolérance, c'est-à-dire qu'elle contrôlait, bon, c'était le début d'entrée en application du RGPD, donc elle ne sanctionnait pas forcément. Là, depuis déjà 2 ans, elle contrôle et elle n'hésite plus à sanctionner quand l'acteur soit n'a strictement rien fait, soit a fait des choses, mais de manière incomplète ou irrégulière. Donc, il faut vraiment faire attention. Alors évidemment, vous n'allez très certainement pas, si la CNIL vous contrôle, être condamné à plusieurs millions d'euros d'amende, mais vous aurez une amende, pourrez être condamné à une amende à la hauteur déjà de votre chiffre d'affaires, très certainement, et puis aussi de la hauteur de la violation qui est constatée par la CNIL. Donc, c'est pour ça que c'est aussi au-delà de la peur du gendarme et de la sanction, c'est important parce que vous, en tant que praticien de bien-être, comme vous êtes un peu sur la sellette, vous êtes un peu dans le collimateur du gouvernement, vous n'avez plus le droit à l'erreur. C'est-à-dire que vous, plus qu'un autre professionnel qui doit respecter cette réglementation, vous devez plus que les autres la respecter, d'accord? Et montrer patte blanche. Alors, donc là, aujourd'hui, on va parler de deux sujets, deux thématiques sur les données personnelles. On va parler des données de santé, des données personnelles de santé, donc c'est une catégorie particulière de données personnelles. Et puis, on va aussi parler dans la deuxième partie du webinaire du registre de traitement. Alors, ce que je vous propose, parce que là, j'enchaîne, c'est de prendre un temps à la fin pour regarder un petit peu vos questions et essayer d'y répondre, alors soit de manière écrite, soit oralement, évidemment. Et puis, encore une fois, demain à 9 h, entre 9 h et 10 h, vous pourrez me rejoindre pour une session de questions-réponses. Donc, vous recevrez par mail le lien pour vous connecter et ce sera cette fois-ci une visio Zoom tout à fait classique et pas un webinaire. Donc, on pourra échanger de manière complètement libre sur votre situation particulière et je pourrais y répondre de manière plus personnalisée, plus tranquille. Donc maintenant qu'on a annoncé les deux grands sujets sur lesquels on va partir, ce que je vous propose, c'est de commencer par le premier sujet. Le premier sujet dont on va parler, c'est
les données personnelles de santé. Alors, j'ai défini tout à l'heure qu'est-ce qu'une donnée personnelle. Et là, on va aller un peu plus dans le détail. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle de santé? Alors, ce sont les données qui se rapportent à une personne et qui sont relatives à sa santé, alors soit physique, soit mentale. Ça peut être des données qui concernent son passé, ses antécédents. Ça peut être la situation de santé actuelle de la personne, voire future. D'accord? Donc, la définition est quand même très large. Et vous, vous êtes concerné en tant que praticien de santé naturelle parce que dans le cadre des consultations que vous organisez voilà, quand vous échangez avec vos clients, vos patients, eh bien, la plupart du temps, vous collectez en fait, vous prenez note, alors soit de manière numérique, soit de manière manuscrite, mais vous collectez des informations, des données personnelles de santé, hein. Vous êtes très, très nombreux à le faire. Donc, il y a un point de vigilance important à avoir concernant le traitement de données personnelles de santé. Donc, on va voir que sur ces données personnelles de santé, il y a des vigilances plus forte que quand on est sur des données personnelles classiques comme le nom, prénom, l'adresse mail. Là, on n'est pas sur des données de santé. Et quand on est sur une donnée de santé, le RGPD prévoit, et la CNIL est beaucoup plus exigeante, hein, sur les mesures de protection. Pourquoi? Parce que la réglementation considère que ce sont des données sensibles, donc pas n'importe qui peut avoir accès à ces données et les personnes qui ont accès, elles doivent respecter des conditions bien strictes. Alors, on va vous donner 3 réflexes à respecter, à avoir quand on collecte, quand on traite des données de santé. Et avant d'aborder ces 3 réflexes, je dirais le réflexe 0, la base, hein, c'est déjà de minimiser. Minimiser, ça veut dire quoi? C'est vraiment, on ne collecte des données de santé que quand c'est absolument, absolument nécessaire. D'accord? Et puis, eh bien, c'est aussi, est-ce que je suis absolument obligée de collecter toutes ces données de santé? Est-ce que pour traiter ou en tout cas pour réaliser la consultation et faire correctement mon travail, par exemple un bilan de naturopathie, est-ce que j'ai besoin de stocker, de prendre note de toutes ces informations de santé de la part de mon client? Voilà, c'est vraiment ce travail de minimisation qu'il faut faire. Et puis, c'est aussi limiter, donc minimisation, c'est au sens large, c'est aussi limiter la durée de conservation de ces données, limiter qui y a accès, hein. S'il n'y a que vous qui avez accès à la donnée, aux données personnelles de santé, c'est beaucoup mieux que s'il y a aussi votre secrétaire, il y a aussi, parce qu'elles sont sur un drive, du coup, l'éditeur de la solution Drive. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de minimiser au maximum les traitements que vous allez réaliser sur ces données personnelles de santé. Ça, c'est la première chose à retenir. Ensuite, on va voir 3 grands réflexes quand on collecte des données de santé, quand on traite des données de santé. Le premier réflexe, et du coup, je vais donner la parole à Élodie pour nous le détailler. Le premier réflexe, c'est je sécurise correctement les données personnelles de santé. On verra juste après que le réflexe numéro 2, c'est de vérifier où est-ce qu'elles sont hébergées. Donc, on parlera notamment de l'hébergement HDS, que certains ont peut-être déjà vu. Et puis, le réflexe numéro 3, c'est un réflexe d'information et de recueil de consentement de la personne quand on collecte des données de santé. Alors, d'abord, commençons par le réflexe numéro 1, la sécurisation des données de santé. Alors, Élodie, est-ce que tu veux nous dire un petit peu plus de choses sur ce réflexe numéro 1? Comment on fait? Ça veut dire quoi finalement? Je sécurise les données personnelles de santé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que quand on collecte des données, il y a des précautions qui doivent être mises en œuvre, de façon systématique pour protéger les données, quel que soit le support utilisé. Donc après, bien sûr, quand c'est des données de santé, c'est un niveau de sécurité plus important, on va dire, que des données, personnelles, classiques. Donc il va falloir, notamment, une authentification par des mots de passe robustes, donc pas juste, ma date de naissance ou mon prénom ou le prénom de mon chien, par exemple. Ça faut vraiment que ce soit un mot de passe robuste, donc avec un certain nombre de caractères, des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux. Tout ça, vous le retrouvez, on vous a mis ici le lien, hein, de la CNIL. Il vous explique encore en détail
exactement ce qu'un mot de passe robuste, Je viens de le etc. mettre Donc, n'hésitez dans pas le à le chat voir. également, Elodie, le lien. Ouais, Je viens de publier super. dans le chat le lien pour que vous puissiez aller directement sur la sécurité des données. Super. Comme dit, il y a l'authentification par mot de passe robuste. Il y a aussi le fait d'être sensibilisé aux enjeux en matière de sécurité et de vie privée. C'est un petit peu ce que vous faites aujourd'hui avec le webinaire, du coup, d'Élise. Vous avez aussi la limitation des accès aux seules données dont l'utilisateur a besoin. La journalisation des accès et mise en place de procédures pour gérer les incidents. Qui se connecte quand, voilà, en résumé, c'est un petit peu ça. S'il y a des soucis, ben, il faut bien le spécifier s'il y a eu des incidents. Et la sécurisation du ou des postes de travail. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de praticiens qui ont tendance à exercer chez eux, dans une pièce éventuellement dédiée, mais il faut savoir que vous êtes censé être le seul, le ou la seule d'ailleurs, à avoir accès à ce poste de travail. Donc le mari, la femme, l'enfant, en principe, ne devrait pas, se promener dans, le local professionnel. Ouais, Voilà. tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire aussi un peu plus, par exemple, sur la sécurisation contre la perte et le vol des appareils mobiles? Parce que c'est vrai que ça, là-dessus, bon, ça peut arriver, hein, ça, de perdre ou de se faire voler son ordinateur. Donc, alors c'est déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est de mettre en place des mots de passe robustes, hein. Mmh. Mais c'est aussi peut-être penser à faire des sauvegardes, parce que si vous faites voler ou vous perdez votre ordinateur ou je sais pas, votre tablette, c'est de se dire aussi quelles mesures je mets en place pour éviter la perte de données. Mmh. Ouais, tout à Euh, fait. Il y a Après, il y aussi, a ouais, dis-moi, tu voulais rajouter? oui, bah, non, non, j'allais passer justement à la suite aussi, la protection du réseau informatique interne, puisque là, on va dire, on est en train de parler de l'externe en cas d'incidents externes, de vol, de perte, etc. Mais en interne aussi, il faut mettre effectivement un certain nombre de protections en place. Par exemple, être sur des serveurs très sécurisés, vraiment, voilà, ne pas je ne sais pas si j'ai le droit de nommer, mais ne pas mettre ça sur un drive. Voilà, on va pas donner de nom, ne pas mettre ça sur un drive comme ça qui peut être éventuellement facilement piratable. Voilà, c'est vraiment, ça doit rester sur des endroits sécurisés. Tu peux donner, alors tu peux dire, par exemple, on peut donner des exemples, enfin un exemple concret. Ouais. J'imagine que vous êtes bon nombre à utiliser Google Drive. Alors, bah, sur un Google Drive, alors on peut l'utiliser pour de plein d'autres manières, mais clairement, ça n'est pas un endroit où il faut mettre des données personnelles de vos clients et encore moins des données de santé. D'accord? Ouais. Donc voilà, Mm. faut faire attention aux outils qu'on utilise et toujours se poser la question de savoir si cet outil est adapté et sécurisé. Mm. Et là, on parle des hébergements de données, mais c'est vrai aussi, moi j'ai eu le retour de praticiens qui envoient un questionnaire par mail et le client leur répond par mail avec leurs données de santé dedans. Il y a le Google Drive, mais il y a aussi le Gmail, parce qu'on me parle souvent de Gmail. Gmail, Tout à c'est fait. pareil, pour des données de santé encore plus. Oui, l'adresse Gmail n'est pas adaptée pour échanger avec vos clients et encore moins pour échanger sur des données personnelles. Voilà. Mm. Est-ce que tu veux rajouter par rapport à quelque chose par rapport à la sécurité des données ou est-ce que... Ben, oui, enfin là, il y a le côté archive aussi. Ouais. Effectivement, le RGPD recommande de minimiser les données. Donc, s'il y a un client que vous n'avez plus vu depuis 3, 5 ans, voilà, ça remonte, ben, il va falloir archiver les données que vous avez collectées sur lui parce que ben, de toute façon, elles seront plus à jour. Donc, même si le client, au bout de 5 ans, il revient, il va falloir repartir de zéro parce qu'il y aura eu des évolutions. Voilà, le but, c'est vraiment de garder le minimum de données nécessaires pour votre pratique. Ouais. Voilà. Et donc, la mise en place aussi avec les sous-traitants, c'est le point d'après. C'est vrai que c'est très important aussi. Nous, à la boîte Naturo, on est un sous-traitant avec le logiciel Jupiter. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous choisissez vos sous-traitants
qui soient conformes au RGPD, ce qu'ils précisent dans leur contrat, ce qu'ils font des données qu'ils récoltent voilà, pour vous, en fait, hein. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment être très vigilant avec ça. Ok. Voilà, et puis bah, le dernier point, c'est la protection des locaux. C'est un petit peu ce qu'on a dit, mais ça va être aussi de fermer. On parlait du petit bureau chez soi à domicile. Voilà, ça va être de le fermer à clé, ça va être de mettre éventuellement une alarme si nécessaire, mais c'est vraiment des protections en plus pour l'accès au local. Oui, et puis bah, par exemple, si vous êtes, autre exemple, vous partagez des locaux avec d'autres professionnels, que ce soit des professionnels du bien-être ou de d'autres activités. Là aussi, il va falloir que vous pensiez aux mesures de sécurité à mettre en place pour bah, cloisonner et empêcher l'accès non autorisé, enfin l'accès possible aux données de personnel de vos clients. Donc, justement, est-ce que vous pouvez fermer à clé votre porte, votre armoire donc, plus il y a de passage dans l'espace, dans le local, plus la question de la sécurité va se poser. Ce que je vous propose, c'est d'avancer sur le réflexe numéro 2 en matière de données personnelles de santé. On a vu la sécurité. Le réflexe numéro 2, c'est et on a commencé à l'évoquer, mais on va en parler un peu plus en détail, c'est de vérifier où est-ce qu'elles sont hébergées, ces données personnelles. Alors, bon, je précise peut-être que si vous stockez uniquement sur votre ordinateur ou sur un disque dur interne les données personnelles, dans ce cas-là, on va dire que il y a pas de questions propres à l'hébergement dont va vous parler Elodie, parce qu'Elodie, elle va vous parler de l'hébergement externalisé, hein, qui va nécessiter un certain nombre de mesures supplémentaires. Donc, quand l'hébergement et des données se fait directement par le praticien sur son propre terminal, son propre serveur, dans ce cas-là, il y a pas à ce niveau-là, au niveau du réflexe numéro 2, d'action à mettre en place. Élodie, je te donne la parole pour que tu nous expliques justement le cas où le praticien, et c'est très souvent le cas, hein, choisit finalement d'externaliser l'hébergement des données de santé sur un outil tiers, un logiciel de Oui. gestion par exemple. Oui, un logiciel de gestion ou un drive, c'est vrai j'en entends beaucoup parler puisque j'échange beaucoup avec les praticiens et c'est vrai que le drive revient souvent et le drive souvent n'est pas hébergé sur des serveurs HDS. Donc HDS, c'est vraiment des serveurs très sécurisés pour les données de santé. Ça veut dire hébergement de données de santé, donc c'est vraiment spécifique pour les données de santé et c'est vraiment un très haut niveau de sécurité. Il faut savoir que ben, je crois que c'est le slide d'après, du coup. Voilà. Pour avoir le niveau HDS, il y a vraiment tout un tas de critères Mm. à obtenir, à passer. Et donc, c'est suite à un audit de la SIP Santé qui atteste du coup que, OK, ce serveur est HDS. Donc, c'est vrai que c'est pour l'obtenir, je vais encore juste un petit peu hop. Pour l'obtenir, il y a vraiment des critères HDS. Par exemple, ça va être d'avoir deux serveurs dans deux villes différentes d'une certaine distance pour que, ben, si par exemple il y en a un qui brûle ou il y en a un qui est inondé, on a eu un cas il n'y a pas si longtemps que ça, qui a brûlé, ben, automatiquement, en fait, la sauvegarde se fait sur un autre serveur. Ça, c'est un des critères importants des serveurs HDS. Donc voilà, c'est vraiment un haut niveau. On disait tout à l'heure, les personnes qui accèdent à votre bureau, etc. Pour accéder à un serveur HDS, il faut être aussi très accrédité. Il y a tout un tas Mm. de critères. Tout est écrit. On sait qui est rentré, comment a fait quoi, etc. Donc c'est vraiment très, très sécurisé. C'est pour ça qu'on a mis en bas que c'est la crème de la crème en matière de sécurisation des données, parce que la liste est très longue. Donc, je précise, Alors, Elodie, hein, parce que peut-être qu'on l'a, oui, je ne sais plus si j'ai été claire à ce sujet. À partir du moment où vous externalisez, vous choisissez d'héberger les données de santé de vos clients sur une solution tierce, vous n'avez pas d'autre choix que de les faire héberger auprès d'un tiers qui a cette certification HDS. D'accord? C'est une obligation légale prévue par le Code de la santé publique. Je te laisse continuer, Elodie.
Oui, donc du coup, ben, bien sûr, nous sur Jupiter, c'est ce qu'on a fait, hein. Le logiciel Jupiter, il est hébergé sur des serveurs HDS, donc il respecte toutes les normes, qui vont bien, par rapport à la protection des données de santé. En plus, nous, on les a choisis en France, donc il faut savoir que le RGPD recommande de rester en zone euro. On a pris en France pour être, encore plus, chez nous, en local. Donc voilà, Jupiter, c'est vraiment un logiciel qui permet d'être conforme au RGPD en ce qui concerne la protection des données. Voilà. Et Super. puis, oui, Bah oui, justement, j'allais enchaîner pour te demander de nous parler de ta plateforme Mon Produit Bien-être parce que je sais qu'elle est aussi hébergée sur des serveurs HDS. c'est ça, la pauvre, elle a eu la même punition. Donc en fait, elle est également sur les mêmes serveurs sécurisés, ce qui permet, donc sur la plateforme Mon Produit Bien-être de récolter, ben, des données des clients, hein, si jamais ils vous contactent, si prochainement, là on l'a noté en bas, à partir du 15 décembre, ils prennent rendez-vous avec vous, ils mettent leur nom, prénom, email, et cetera, eh ben, ils vont être sur ces serveurs HDS, donc très sécurisés et ça va rester là aussi en France. Donc la plateforme, c'est vraiment une prolongation du logiciel Jupiter à la boîte Naturo. C'est vraiment ce qu'on a voulu faire en complément. Super, merci Elodie. Bah écoute, je vais reprendre la parole pour enchaîner sur le réflexe numéro 3 que vous devez avoir sur les données personnelles de santé. Ce réflexe numéro 3, c'est informer et demander le consentement express et préalable de vos clients sur la collecte de données de santé. D'accord? Donc ça, c'est un réflexe qui est obligatoire, hein, qui est prévu par le RGPD, hein, comme les deux premiers d'ailleurs. Donc, si on détaille un petit peu plus, informer vos clients de ce que vous faites de leurs données personnelles, ça veut dire quoi concrètement? Alors là, le texte de la réglementation, il est très précis. Il nous dit précisément les différentes informations qu'on doit donner aux personnes concernées. Et vous allez voir, je vous ai fait une petite slide pour préciser les choses. Vous allez voir que ce n'est pas toujours simple de voir de savoir comment il faut informer les choses. Donc déjà, alors ça va, c'est le minimum syndical et ça va de soi, mais des fois, ce n'est pas toujours le cas dans les dossiers que j'ai. Informer la personne concernée de votre identité, donc votre nom, votre prénom, votre téléphone, votre mail, donc les informations pour vous contacter si nécessaire. Ensuite, c'est informer la personne des finalités des traitements de données personnelles, c'est-à-dire des raisons pour lesquelles vous collectez ces données personnelles. Donc, alors la finalité principale et celle la plus évidente, c'est je collecte vos données de santé ou données personnelles tout court pour gérer la relation en fait de service que vous proposez à vos clients. Donc, gérer les consultations, et choses comme ça. Mais par exemple, pour juste la gestion des prises de rendez-vous, est-ce qu'il y a besoin, pour cette sous-finalité-là, de collecter des données de santé? Ben non, pas forcément. Peut-être on peut juste prévoir une collecte minimum de données de santé si c'est absolument nécessaire, que lors de la consultation. Donc, une fois que la personne elle est devenue cliente, qu'elle a eu accès à vos conditions générales, que vous la rencontrez physiquement ou à distance dans le cas d'une consultation, et c'est à ce moment-là que vous collectez des données. Mais je sais qu'il y a un certain nombre de praticiens qui, même avant de rencontrer la personne, avant même qu'un rendez-vous soit confirmé, commencent déjà à collecter des données personnelles de santé à propos de la personne. Et ça, pour moi, ça va pas. Ça va pas. Ensuite, autre information à donner à la personne, c'est est-ce que justement vous transmettez certaines de leurs données à des tiers. Donc, ça peut être, on parlait tout à l'heure de l'outil logiciel de gestion, mais ça peut être, je sais pas, quand ça concerne les données de votre site au webmaster, parce que le webmaster, il a souvent accès en fait au back-office du site. Ça peut être aussi l'hébergeur du site. Donc, en fait, ce sont des tiers qui peuvent potentiellement avoir accès aux données. Donc ça, il faut se poser la question de savoir qui a accès. Et une fois qu'on s'est posé la question, c'est d'informer la personne concernée, des destinataires, des personnes tiers qui ont accès à ces données-là. Il faut aussi l'informer
sur des transferts éventuels de ces données hors UE, sachant qu'en principe, c'est interdit, les données doivent absolument rester en Europe. Il faut aussi, par exemple, informer la personne de la durée maximum de conservation de ces données. Hein, il faut fixer, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut fixer des durées maximum. Alors moi, je conseille de ne pas aller au-delà de 5 ans, d'accord, et moins si c'est possible sur les données de santé, parce qu'on est quand même sur des données sensibles. Donc, si vous pouvez prévoir des durées d'un, 2 ans, d'une ou deux années, pardon, sur ces données de santé, c'est mieux que 5 ans. Mais moi, je dirais qu'il ne faut pas aller au-delà de 5 ans. Ça, c'est mon conseil. Donc, vous voyez, les informations à donner, elles sont quand même bien précises et pas forcément évidentes. Alors, concrètement, comment on donne ces informations? Bah, il va falloir prévoir un document, en fait, un document d'information écrit à remettre, en tout cas à mettre à disposition de vos clients pour donner ces informations. Donc, ce document, souvent, on l'appelle politique de protection des données personnelles. On peut l'appeler politique de confidentialité ou privacy politique. Il y a différents titres qui peuvent être utilisés. Mais en tout cas, vous, il vous en faut un. Et peu importe le titre, c'est le contenu en fait de ce document qui va être essentiel, parce que si vous avez un contrôle de la CNIL va aller regarder si votre document il est conforme et qui comprend bien toutes les mentions d'information attendues par le texte, par le RGPD. Autre chose à savoir sur ce réflexe numéro 3, donc on informe par un document et puis on recueille le consentement sur les données de santé. Ça, c'est très important. Pourquoi il faut un consentement sur la collecte de données de santé? C'est parce que vous n'êtes pas des professionnels de santé, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas infirmier, vous êtes des praticiens du bien-être, vous êtes, comme je vous le disais en début de webinaire, non reconnus, dans la zone grise. Donc, vous n'êtes, en théorie, vous n'avez pas le droit de collecter des données de santé. Et comme vous le faites quand même en grande majorité, eh bien, la seule possibilité de le faire légalement, c'est d'avoir une base légale qui est le consentement express et préalable de vos clients. Donc ça, bah, ce n'est pas toujours facile à comprendre et à mettre en place quand on est un praticien. Alors, c'est pour ça que je vous donne un exemple de formulaire papier pour ceux qui fonctionnent de manière un peu traditionnelle papier et par exemple qui ont des locaux dans lesquels ils reçoivent des personnes pour des consultations. Mon conseil, c'est de leur faire signer un formulaire avant le démarrage de la séance. Un formulaire, alors du coup, moi, le formulaire que je vous ai proposé à l'écran, c'est en 2 parties. La première ligne, c'est conditions générales de vente et politique de traitement de vos données personnelles. On vous a remis ces documents avant votre rendez-vous, parce que vous avez l'obligation d'informer, hein, comme on l'a vu. Ils sont destinés du coup à vous informer de mes conditions d'intervention, de ce qu'on fait sur vos données conformément aux réglementations. Donc ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième, eh bien, deuxième niveau, c'est on recueille le consentement express et préalable de la personne sur les données de santé. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je collecte, je traite de vos données de santé? Oui, non. Sachant que la personne peut vous dire non. D'accord? Elle est libre de le faire. Et ce n'est pas parce qu'elle prend rendez-vous avec vous qu'elle signe vos conditions générales qu'elle donne un consentement. Il faut vraiment, et la CNIL insiste là-dessus, le consentement doit être spécifique sur la collecte de données de santé. Il doit être express et préalable, c'est-à-dire avant la consultation. Donc, il n'y a pas de consentement tacite ou implicite qui est valable dans ce domaine-là. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un formulaire, alors papier ou numérique, mais en tout cas, pour les personnes qui n'ont pas une solution numérique, le formulaire papier, ça ne prend pas longtemps de le fournir au client pour qu'il coche la case et qu'il signe. Et demain, comme ça, si vous avez un contrôle de la CNIL, vous pourrez démontrer que vous avez bien respecté vos obligations d'information et de recueil de consentement. Donc alors, après, c'est comment Élodie, par rapport à son logiciel, la boîte Naturo, et comment moi, en tant qu'avocate, on peut vous aider pour ceux qui ont besoin d'aide sur ce sujet finalement d'information et de collecte de données de santé. Alors, bah, moi, en tant qu'avocate, j'élabore pour les praticiens qui le souhaitent des documents juridiques, donc notamment une politique de protection des données personnelles, donc conforme au RGPD, qui est adapté à vos activités de praticien. Donc ça, c'est des documents c'est un document, en tout cas la politique et les conditions générales de vente que je propose, ce sont des documents qui sont destinés justement à vous permettre de répondre à vos obligations légales, hein.
Donc, alors, si je veux aller peut-être un petit peu plus dans le détail sur comment fonctionnent mes documents juridiques pour ceux que ça intéresse, vous pouvez les avoir directement sur mon site internet, en fait. Vous sélectionnez le document dont vous avez besoin. Donc, c'est un document que j'ai rédigé, hein. Donc, par exemple, une politique de protection des données personnelles. Et là, je vous invite à remplir un questionnaire juridique très précis. Je vous demande, en fait, quelles données, quel type de données vous collectez, qui y a accès, quels sont les outils que vous utilisez. Donc, des questions bien précises. Et en fonction des réponses que vous apportez à ce questionnaire juridique, ensuite, vous allez pouvoir télécharger votre document, donc la politique de protection des données personnelles, par exemple, qui sera personnalisé, adapté aux réponses que vous aurez apportées dans le questionnaire. Donc, ça permet d'avoir un document adapté, personnalisé et qui est fiable au niveau juridique et qui répond on va dire, aux exigences du RGPD, notamment sur la partie information, les finalités, les durées de conservation, etc. Je te laisse la parole, Élodie, pour que tu puisses dire un mot aussi, toi, sur comment ton logiciel Jupiter peut aider les praticiens qui nous écoutent une fois qu'ils ont leur document, parce que vous passiez par moi pour avoir votre document ou vous pouvez le faire vous-même, hein, l'avocat n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez élaborer vous-même votre document d'information. Et toi, Élodie, ce qui était intéressant, c'est que tu proposes une solution qui permet de faciliter la communication de ce document et le recueil de consentement, notamment, par le biais de ton logiciel Jupiter. Alors, dis-nous-en un petit peu plus. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que, une fois qu'on a ces documents qui sont faits, on va dire, on a fait une première étape. La deuxième étape, qui n'est pas des moindres non plus, c'est de le faire accepter simplement au client. Alors, comment faire? Est-ce qu'on les envoie par mail? Est-ce qu'il doit signer toutes les pages? Est-ce qu'il doit, ça peut être parfois, vraiment compliqué. Le client aussi, il peut avoir un frein. Avec Jupiter, on a essayé de lever tout ça. Vous pouvez du coup, télécharger une seule fois vos documents juridiques et du coup, chaque nouveau client pourront les accepter simplement avec une petite case à cocher, dans leur espace personnel et sans manipulation supplémentaire de votre part. Donc Donc, ça en fait, va ça vraiment beaucoup. remplace le formulaire papier dont je parlais tout à l'heure. La case à C'est cocher ça. remplace le formulaire papier. On n'a plus besoin de donner le formulaire au client. Et oui, parce qu'en fait, sur Jupiter, en tant que praticien, vous pouvez créer un espace personnel pour chacun de vos clients. Donc, en fait, le client, il va se connecter lui-même à son espace personnel. Il va avoir une petite fenêtre qui s'ouvre. Je crois que c'est le prochain. Voilà, il va avoir une petite fenêtre comme ça qui s'ouvre. Il va juste avoir une case à cocher et à valider. Donc, pour lui, c'est très simple. Ensuite, les documents, il y a toujours accès, bien sûr, hein, sur son espace personnel s'il souhaite les lire, approfondir tout ça. Mais c'est vrai que pour le client, c'est très simple à faire. Et vous, c'est vrai que vous avez le document de consentement qu'Élise vous a montré en version papier. Il va être présent directement sur Jupiter. Donc, vous mettez simplement le bouton sur Oui ici. Vous téléchargez vos CGV, votre politique de protection des données personnelles. Et puis, c'est tout. En fait, après, vous n'avez plus rien à faire. À chaque fois que vous avez un nouveau client, il va se connecter sur son espace personnel et accepter ces 3 documents simplement. Voilà. Donc, c'est vrai que ta solution là-dessus, elle est quand même vraiment pratique parce que j'ai pas mal de praticiens qui me disent, mais moi, pour moi, c'est super important d'avoir des documents juridiques, mais après, comment je les mets à disposition de mes clients? Comment je recueille le consentement sur les données de santé? Et ils sont un peu, pas bloqués, mais un peu freinés, en fait, par cette étape un peu administrative qui n'est pas toujours très agréable, en fait, faut être clair. Et donc, bah, c'est vrai que d'avoir un outil numérique avec une case à cocher qui facilite cette étape qui est hyper importante parce qu'elle vous permet vraiment de vous mettre en conformité sur cette partie-là et elle simplifie aussi vraiment de manière très importante, finalement, cette étape qui est un peu fastidieuse. Mmh. Et puis là, bah, en plus, après, sur la fiche du client, vous avez qu'il a accepté tel et tel document, tel jour à telle heure. Donc, en cas de contrôle, vous pouvez justifier qu'effectivement, le client a bien donné son consentement. Merci Elodie en tout cas pour cette présentation. Alors ce que je vous propose, c'est de passer au point 2 en fait, de notre webinaire qui est consacré au registre de traitement. On a vu qu'il y avait des choses à respecter sur les données personnelles de santé. Et dans cette deuxième partie du webinaire, on va voir qu'on a aussi un registre de traitement à élaborer, à tenir, qui est une autre obligation qui est prévue par le RGPD.
Alors, ce registre de traitement, c'est quoi en fait? C'est un registre interne à votre entreprise, hein, contrairement à la politique de protection des données personnelles dont on a parlé juste avant, ou les CGV qui sont destinés aux clients. À la différence de ces deux documents, le registre, c'est un document interne et que vous allez communiquer, vous allez devoir communiquer s'il y a un contrôle de la CNIL. La CNIL, si demain elle toque à votre porte ou qu'elle vous fait un contrôle à distance, c'est un des premiers documents qu'elle va vous demander, votre registre de traitement. Alors, ce registre de traitement, c'est un registre qui permet de recenser les traitements, les principaux traitements que vous avez sur des données personnelles. Et ça vous permet d'avoir aussi, c'est un outil pédagogique, hein, à une vue d'ensemble de ce que vous faites comme traitement sur les données personnelles. Donc, voilà, ça permet d'avoir une vue un peu macro. Et puis, c'est un outil qui vous permet de démontrer en fait que vous êtes conforme au RGPD. Alors, plus précisément, parce que vous êtes un certain nombre à me dire: «Oui, mais moi, est-ce que c'est obligatoire pour moi le registre? Bon, je ne fais pas beaucoup de traitements». Bon, la CNIL, en fait, est venue préciser que toutes les entreprises doivent tenir un registre de traitement, dès lors que, vous ne faites pas des traitements sur des données personnelles, occasionnels. D'accord? Donc, à partir du moment où vous faites des traitements sur des données personnelles, réguliers, hein, peu importe s'ils soient, importants ou pas, hein, à partir du moment où vous collectez des données, alors rien que pour gérer vos rendez-vous, j'ai envie de dire, il faut prendre note du nom, du prénom, voire du téléphone, enfin, déjà rien qu'à ce niveau-là, hein. Donc pour moi, vous êtes tous, sauf peut-être, quelques rares exceptions de personnes qui collectent aucune donnée personnelle, aujourd'hui, pour moi, vous êtes en très, très grande majorité concernés par cette obligation d'avoir un registre de traitement. Alors, dans ce registre de traitement, on doit faire figurer, du coup, ces traitements non occasionnels et puis les traitements susceptibles de comporter un risque pour les droits et libertés des personnes. Donc, ça, c'est important aussi. Alors, j'ai pris des exemples, système de géolocalisation, de vidéosurveillance. Ces exemples-là ne sont peut-être pas significatifs pour vous, mais si vous faites des traitements susceptibles de comporter un risque pour les droits et libertés des personnes, vous devrez aussi les faire figurer dans votre registre. Et puis enfin, évidemment, on a parlé des données de santé, des données sensibles. Dans votre registre, vous devez absolument en parler. D'accord? Alors, si on va un petit peu plus dans le détail sur le contenu de ce registre, et puis après peut-être que je partagerai mon écran pour vous montrer un modèle. Concrètement, ce registre, j'ai oublié de dire que peu importe sa forme, ça peut être un registre au fichier, ça peut être un fichier Excel, ça peut être un fichier Word, ça peut être, enfin, peu importe la forme, la réglementation n'impose pas un format particulier. Ce qui est important, encore une fois, c'est le contenu de votre registre. Donc, dans ce registre, il va falloir déjà préciser qui sont les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est vous, vos sous-traitants, s'il y a d'éventuels associés ou partenaires avec qui vous travaillez, ou des salariés. Donc là, il va falloir indiquer les personnes qui travaillent avec vous ou voilà, qui ont accès aux données. Ensuite, il va falloir dans ce registre indiquer les catégories de données traitées. Donc, on ne va pas lister toutes les données personnelles de vos clients, hein. Ce n'est pas l'objet du registre, c'est vraiment d'inventorier les différentes catégories, les types de données personnelles que vous traitez. Données d'identification, données de santé, données sur la situation familiale de la personne. Parfois, c'est important dans le savoir. Voilà, ce type de données personnelles, il va falloir les recenser dans le registre. Et puis, évidemment, il va falloir préciser dans ce registre les finalités, hein, à quoi servent ces données, ce que vous en faites, puis qui a accès aussi aux données. On va mentionner aussi dans le registre les durées de traitement, comment elles sont sécurisées, est-ce que vous réalisez des transferts de certaines données vers des pays en dehors de l'Union européenne. Donc, vous voyez, c'est des informations assez précises et qui ne sont pas toujours évidentes à renseigner dans votre registre. Alors, il faut savoir que la CNIL, alors je vais mettre le lien d'ailleurs dans le chat, la CNIL, elle donne un modèle de registre gratuit, hein, que vous pouvez aller voir. J'ai mis le lien dans le chat. Alors, je vais peut-être essayer de partager mon écran parce que j'aimerais montrer, si tu veux bien, voilà. Et je vais essayer, si je peux, de partager ouais, le fichier Excel de la CNIL.
Si vous voyez mon écran, hop, ça, je vais le fermer, comme ça, vous ne serez pas embêtés. Donc, le fichier Excel, enfin, le modèle de la CNIL, c'est un fichier Excel qui comporte différents onglets. Donc, il y a un onglet tutoriel, après, il y a un onglet liste de traits. Donc, alors, l'idée, c'est de ce modèle-là, c'est une base, hein, d'accord? Et après, l'idée, c'est que vous puissiez l'enrichir, l'alimenter. Dans l'onglet 2, c'est là où on va lister, vous allez devoir lister tous les traitements que vous faites sur des données personnelles. Donc, c'est gestion des rendez-vous, gestion des consultations. Par exemple, si vous faites de la visioconsultation, bah, il va falloir en parler. Je ne sais pas, utilisation du logiciel Jupiter pour gérer mes bilans d'hygiène vitale ou mes relations avec... Enfin, voilà. Après, en fonction de... Chacun d'entre vous, vous avez des pratiques et des modes d'organisation un peu différents. Et l'idée, c'est qu'en fonction de vos activités, de votre mode d'organisation, vous puissiez recenser dans cet onglet-là les différents types de traitements que vous faites. On va parler aussi de votre site Internet. Si vous êtes des salariés, ça peut être gestion de la paie, comme l'exemple est donné par la CNIL. Et puis ensuite, sur l'onglet 3, pour chaque traitement, il va falloir détailler, faire une fiche spécifique pour expliquer par rapport à ce traitement-là, quelles données on collecte, combien de temps on les conserve, qui y a accès, où est-ce qu'elles sont hébergées, comment elles sont sécurisées, etc. etc. Donc, vous verrez, vous pouvez les regarder. Alors, je sais, vous êtes un certain nombre à me dire que c'est pas évident, que c'est pas évident de remplir ce fichier Excel. Élodie, tu peux repartager ton écran, c'est bon, j'ai terminé. N'hésitez pas à aller regarder et voir si vous êtes capable de le remplir, de le renseigner, de le personnaliser vous-même. Et pour ceux qui ont vraiment du mal, je dirais que ça va dépendre des praticiens. Il y a des praticiens qui n'ont pas forcément des traitements en grand nombre, et puis d'autres qui font plein de choses, qui utilisent plein d'outils, qui envoient des newsletters, qui utilisent les réseaux sociaux, enfin voilà, ils ont un site internet. Ils utilisent le logiciel Jupiter ou une plateforme de référencement, etc. Donc, pour eux, ce n'est pas toujours évident du coup, de compléter ce registre. Donc là, concrètement, comment nous, Élodie et moi, on peut vous aider si vous avez besoin par rapport à ce registre? Moi, en tant qu'avocate, de la même manière que pour la politique de protection des données personnelles et les conditions générales, j'ai élaboré, avec mon générateur Numédoc, un registre de traitement spécial praticien de bien-être. Et même processus, c'est-à-dire que quand vous voulez l'avoir, ce registre, vous répondez à un questionnaire. Alors là, il va être un peu plus conséquent, ce questionnaire, que pour la politique de protection des données, par exemple, parce que là, vraiment, on va faire un inventaire de tous les traitements possibles sur les données personnelles que vous pouvez avoir dans le cadre de votre activité. Donc, mais je vous guide, c'est-à-dire que je vous pose des questions très précises qui sont adaptées à vos métiers parce que je sais quand même comment vous fonctionnez la plupart du temps. Donc, je vais vous poser des questions un peu orientées et en fonction des réponses que vous allez apporter dans ce questionnaire, eh bien, à la fin, vous aurez votre registre de traitement qui est personnalisé et adapté à vos activités. Alors, comme c'est bientôt la fin de l'année, que c'est bientôt Noël, qu'on a un peu forcément une période super agréable en ce moment, on ne va pas se le cacher, que ce soit au niveau du temps ou que ce soit au niveau de votre actualité. On ne parlera pas de Doctolib aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quand même un coup dur, un coup au moral pour un certain nombre d'entre vous. Donc voilà, je vais vous parler d'une promotion de Noël que je fais sur le registre de traitement. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas jusqu'au 12 décembre, donc ça a une petite dizaine de jours, je propose le registre avec une réduction de 30%. Donc, vous pouvez l'avoir pour 154 € au lieu de 220 € habituellement. Alors, pour l'avoir, n'hésitez pas, il va falloir que vous mettiez bien le code promo. Alors, je vais vous mettre dans le chat le lien pour, si ça vous intéresse, pour l'avoir. Et il va falloir bien mettre le code promo pour avoir la réduction de 30%. Donc, c'est webinaire promo 30. Voilà, je vous mets dans le... Alors, je vous l'ai mis en minuscule, mais en fait, c'est une erreur. Il faut bien le mettre en majuscule pour que ça fonctionne. Voilà, je vous l'envoie dans le chat pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est jusqu'au 12 décembre prochain. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Et toi, Élodie, par rapport à ce registre de traitement, est-ce que tu peux nous dire
quelle solution complémentaire à la mienne tu peux proposer aux praticiens qui nous écoutent? Oui, alors de nouveau, ben, quand vous avez, votre registre qui est fait, vous allez pouvoir, le télécharger sur Jupiter pour qu'en fait, il soit, directement disponible à tout moment. Parce que, ben, le registre des traitements, c'est peut-être un petit peu différent de la politique. Vous pouvez être amené, dans le temps à faire un nouveau traitement. Heu, voilà, vous mettez en place une newsletter, ben, il va falloir le rajouter dans le registre. Donc là, au moins, il sera toujours accessible et vous pourrez, le modifier et l'améliorer au fur et à mesure de vos traitements, de l'ajout de vos traitements. Alors, Jupiter, Oui. oui? Dis-moi parce que je crois que tu as aussi une promotion? Oui, alors en fait, Jupiter, il est proposé à 29 € par mois ou alors 319 € par an, ce qui fait un mois offert sur l'année. Ouais. Donc, Jupiter, on l'a bien vu aujourd'hui, hein, il permet de protéger les données de vos clients conformément au RGPD. Il permet ben, de faire accepter les différents documents juridiques dont Élise a parlé ben, à vos clients, de les faire accepter simplement. Mais il permet aussi de faire beaucoup de choses comme de la facturation, de gagner du temps dans la rédaction des comptes rendus, fidéliser vos clients au travers d'un espace personnel. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Je ne sais pas si Élise, a prévu de mettre, un lien, dans le chat. En tous les cas, vous avez tout sur le site de laboîtenaturo.fr. Vous pouvez aussi regarder des vidéos de présentation du logiciel pour avoir un peu plus de visuel Mmh. là-dessus. En Alors, je vais mettre tout de suite dans le chat. Alors, j'ai mis qu'il y a donc la démo de présentation de 10 h à 11 h avec le lien pour assister à la démo. Est-ce que c'était ce lien-là que tu voulais que je mette, Élodie? Alors ça, c'était non, ça, c'était l'année dernière. Ah Hem, zut. non, non, c'est juste le lien du site, bah, sinon je peux peut-être le mettre, je sais pas Oui, tu si peux le non, mettre dans je peux pas attends, écrire à tout celui-là. le monde, en fait. Je peux pas écrire à tout le monde, il n'y a que toi. Mais en gros, c'est le début du lien que tu as mis, hein, www.la-boîte-naturo.fr. Voilà, vous allez directement sur le site de la boîte Naturo et puis vous avez un onglet vidéo de démo. Ça vous permettra de le voir un peu plus. C'est gratuit, c'est sans engagement, donc vous pouvez Ah, je viens de aller mettre le visionner lien. ça. J'ai mis le bon Ouais, lien. Et puis, il nous reste quelques super. minutes pour répondre à vos questions. Alors, on ne va pas avoir beaucoup de temps et on ne va pas répondre à toutes les questions, mais justement, ne vous inquiétez pas, si demain à 9 h, vous avez un peu de temps, je vous enverrai suite à notre webinaire un lien pour une visio. Alors, pour le coup, vraiment, c'est un temps d'échange, on sera bien moins nombreux et on aura le temps d'évoquer votre situation particulière et je pourrai vous répondre juridiquement sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place par rapport à votre situation particulière. Je vous communique déjà le lien dans le chat là. Le lien pour demain, pour la visio de demain, de 9 h à midi, pardon, de 9 h à 10 h, excusez-moi. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre si vous avez des questions auxquelles on ne répondrait pas aujourd'hui, parce que notre webinaire va bientôt se terminer. Alors, peut-être qu'on va prendre des questions, Élodie. Les questions, Oui, tout on va à y fait. répondre. Alors, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, hein, donc Ouais. il y en a certains, il va falloir aller demain à ton webinaire. Oui, alors, Euh, le replay, vous aurez un replay pour ceux qui sont arrivés en retard, qui ont été obligés de partir, etc. Je vais envoyer tout à l'heure le replay du webinaire à tout le monde. Donc, vous l'aurez, vous pourrez reprendre certaines informations, certains passages et réécouter si vous avez besoin les informations du webinaire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dis-moi, Elodie, est-ce que tu avais repéré quelques questions intéressantes auxquelles on Oui, peut tout à fait. répondre? Alors, il y en a une qui a été posée par Abigail, donc qui demande si on ne prend pas de notes de données de santé des clients, est-ce qu'on est tout de même concerné par la législation? Alors, peut-être, la réponse, c'est pas sûr parce que, OK, vous ne prenez pas de note de données personnelles de santé, mais est-ce qu'il y a d'autres données personnelles que vous collectez dans le cadre de votre activité? C'est ça la question Oui, à se poser parce que si vous en collectez des données personnelles, vous devrez respecter la réglementation RGPD et la loi informatique et liberté. En revanche, si vous ne collectez aucune donnée de santé, il n'y aura pas les 3 réflexes qu'on a évoqués en webinaire pour vous. D'accord? Mais voilà, il faut dissocier. Est-ce que je collecte des données de santé? Oui, non. Et après, globalement, est-ce que, au-delà des données de santé, est-ce que je ne collecte pas d'autres données personnelles?
Oui, parce qu'il y a quand même une législation pour les données personnelles, il faut le savoir. C'est Ouais. pas juste les Et données de santé qu'il je faut précise protéger. parce que c'est vrai qu'avec Elodie, on a échangé sur un point important qui souvent nous est remonté. Beaucoup de praticiens pensent par erreur que parce que, alors certains en fait sont à la vieille école, n'ont pas de stockage sur ordinateur, prennent juste des notes papier de ce que leur dit leur client, leur patient en consultation. Et se disent, bon, bah, finalement, cette réglementation ne me concerne pas. Pas du tout, hein, je réinsiste sur ce point-là. Ce n'est pas parce que vous prenez des notes papier que les règles qu'on a vues aujourd'hui ne s'appliquent pas. D'accord? Elles s'appliquent que votre traitement soit informatisé ou pas. D'accord? Ensuite, Mhm. Elodie, est-ce que tu vois d'autres questions auxquelles on peut Et répondre? ben justement, il y a Marine, Laurence, Alexandra, Emmanuel. Il y en a beaucoup qui ont posé cette question sur le format papier. Donc, tu en as Voilà, déjà j'y ai répondu à répondu. plusieurs d'un coup. J'ai devancé leurs questions. Je commence à connaître les questions qui m'arrivent, hein, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années, je sais, je compte plus le nombre de praticiens avec qui j'ai échangé. Donc, les questions que vous posez, c'est un peu toujours les mêmes, hein. Donc, je les Il y a- anticipe. il y en a plusieurs aussi qui ont posé la question, quelle adresse mail est adaptée aux données de santé pour échanger des données de santé? Quelle boîte Alors, mail? pas d'adresse mail pour échanger des données de santé, déjà. On utilise une solution sécurisée de type la boîte Naturo, le logiciel Jupiter. Euh, Moi, honnêtement, hein, quand on me pose cette question, j'oriente vers le logiciel de Elodie parce que clairement, sur le marché aujourd'hui, je ne vois pas trop de logiciels autres que le tien qui est véritablement adapté aux activités des praticiens et qui permet d'échanger des données de santé de manière sécurisée. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, je ne les connais pas et comme je ne les connais pas, je ne peux pas en parler. Le tien, je le connais, donc j'ai confiance et voilà, je sais qu'on peut être en sécurité. Et au-delà du logiciel, quand on a une adresse mail pour échanger, pour gérer les prises de rendez-vous, par exemple, pour échanger avec ses clients, ben, on utilise une solution, une boîte professionnelle, d'accord? Donc, boîte professionnelle, après, il y en a plein sur le marché, mais pas une boîte mail. Yahoo, Gmail, Wanadoo, des choses, des boîtes grand public. Voilà. Alors Est-ce que sinon, il y a Carole aussi qui posait une petite question. Ah, là, je vais pouvoir répondre, je pense, qui ne trouve pas sur la liste des hébergeurs certifiés que tu as transmis la boîte Naturo et le logiciel Jupiter. Alors c'est normal puisque Jupiter, c'est pas un hébergeur. Jupiter, c'est un logiciel de gestion qui est hébergé sur un serveur HDS. L'hébergeur, si vous le recherchez, il s'appelle AZ Network. C'est un hébergeur français sur lequel Jupiter est basé. Donc, vous ne trouverez pas Jupiter dans la liste des hébergeurs certifiés. Ce n'est pas un hébergeur, c'est pour ça. C'était pour répondre à Carole. c'est une question pertinente, tout à fait. Alors, est-ce Ouais. qu'il y avait d'autres questions, tu penses, qui reviennent un peu de manière récurrente et auxquelles on peut répondre avant de nous quitter aujourd'hui? Alors, je parcours, je parcours. Alors, il y en a qui veulent le fichier de consentement, qu'ils aimeraient avoir accès à ton fichier de consentement. Formulaire de consentement. Alors, bah, Oui. si vous m'envoyez un petit mail, je vous l'enverrai volontiers. Mais sinon, comme vous aurez le replay, vous pouvez faire une capture du replay enfin, au niveau de la slide correspondante et le réécrire, il n'est pas très long. D'accord? Il y a quelques Mhm. lignes. Donc voilà, vous pouvez le faire, hein, il n'y a pas de souci, hein, j'ai pas de droit, enfin, je n'exige pas les droits d'auteur sur ces parties-là. Super. Bah, écoute, après, il y en a qui reviennent de manière chronique. Je parcours, mais Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui euh, reviennent. Ouais. ouais, qui reviennent, c'est souvent un peu les mêmes, ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a des durées de conservation de données recommandées? 1, 2, 3, 4 ou 5 ans? Est-ce qu'il y a des durées Euh, conseillées? alors, le RGPD ne prévoit pas un catalogue de durée maximum, malheureusement, sinon ce serait trop simple. La CNIL, quand même, sur certains traitements, vient dire des durées maximum recommandées. Après, par exemple, pour les données que vous collectez dans le cadre de la relation client, la relation avec vos clients, euh, on va dire qu'il est d'usage de conserver les données jusqu'à 5 ans, parce que si demain, je ne sais pas, un client vient vous faire un procès ou vient enfin voilà, vous tombez sur un mauvais client,
qui vous met en difficulté. Si vous supprimez toutes les données le concernant trop tôt, vous ne pourrez plus démontrer que vous avez bien fait les choses correctement. Donc, il faut quand même, ne serait-ce que pour des questions de preuve, conserver les données, alors que les données nécessaires. Hein, le principe de minimisation ne conserve que les données nécessaires. Donc, peut-être qu'on peut aussi arbitrer en disant, voilà, je collecte, je ne sais pas, 30 données par rapport à un client. Quelles sont celles que je peux conserver 5 ans, celles qui sont absolument nécessaires et qui prouvent que j'ai fait les choses correctement, etc. Et peut-être qu'il y a d'autres données qui concernent vraiment, par exemple, typiquement les données de santé. Est-ce qu'il est vraiment absolument nécessaire que je les conserve autant de temps? Hein, c'est une réflexion à avoir. Et l'idée, si vous avez un contrôle, c'est de pouvoir prouver à la CNIL, d'expliquer à la CNIL que vous êtes légitime pour vos raisons, hein, c'est vous qui savez, que vous devez garder au moins tant de temps les données dans le cadre de la gestion de votre activité. Donc, je dirais, voilà, maximum 5 ans. Et pour les données de santé, peut-être un peu moins quand même, parce qu'on est sur des données sensibles. Je crois qu'on a fait quand même, on a eu beaucoup de choses aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez besoin, donc à me rejoindre demain pour la visio de 9h à 10h. 9h à 10h, j'ai du mal, hein. Et puis, je reste joignable. Mais nos mails, peut-être, voilà, slide ou un mail, Élodie et moi, on reste joignable. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par mail si vous avez besoin de plus d'informations. D'accord, on vous répondra avec grand plaisir. Voilà, écoute, je crois qu'on a déjà vu pas mal de choses aujourd'hui. Alors, on n'a pas Oui. tout vu, on a vu 2 choses importantes, données de santé et registre de traitement. Évidemment, vous vous doutez qu'il y a plein d'autres sujets, plein d'autres règles à respecter. Quand on veut être un praticien respectueux de la réglementation, il y a d'autres sujets sur lesquels il faut aussi agir au niveau de la conformité. Si vous voulez aller plus loin dans votre conformité, vous pouvez peut-être aller vous balader sur ma chaîne YouTube, donc Élise Guiodi sur YouTube, et vous verrez que j'ai mis pas mal de petites capsules vidéo sur des thématiques, les règles à respecter sur les téléconsultations, les visioconsultations, les règles à respecter sur le site internet, etc. Donc voilà, des petites capsules vidéo qui vous permettent d'aller un peu plus loin sur votre conformité, parce qu'évidemment, ce n'est pas que ces 2 sujets-là qui résument votre conformité. En tout cas, merci. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. Et désolée pour ces petits problèmes techniques. Et puis, merci de votre participation. Et puis, on vous dit à très, très bientôt, on espère, avec Élodie. Oui, à très bientôt, merci. Allez, à bientôt. Bonne fin de journée à tous.